bonsoir. Voilà, je suis le docteur Jean-François Viau, je suis médecin responsable de l'unité des troubles des conduites alimentaires au Centre Abadie à Bordeaux, qui est un petit service, je dis petit parce qu'il n'y a que 8 lits d'hospitalisation temps plein, plus 5 places d'hôpital de jour, voilà, qui reçoit donc des patientes souffrant de TCA âgées de 14 à 20 ans. Alors, j'ai intitulé cette conférence Les troubles des conduites alimentaires, une nouvelle épidémie. Effectivement, actuellement, il semble que le taux d'incidence soit vraiment en augmentation. On va bien sûr y revenir, mais d'abord peut-être de façon un petit peu plus générale, pourquoi parler des troubles des conduites alimentaires? Eh bien, d'une part parce que ce sont des maladies longues dont la guérison est difficile et qui impactent énormément la vie. Et qui impactent la vie très souvent, puisque l'épidémiologie fait que c'est ainsi, très souvent de jeunes patientes, plutôt des patientes d'ailleurs, au moment de l'adolescence. Donc vraiment ça survient à un âge où normalement on doit profiter pleinement de la vie et manifestement là elle présente un coup d'arrêt finalement au niveau développemental. Alors c'est vrai qu'elles apparaissent en augmentation actuellement, et ça, on le sent effectivement en raison de la saturation des services spécialisés. Alors c'est une saturation qui concerne vraiment l'ensemble des services au niveau national, mais sans doute aussi au niveau, voilà, dans d'autres pays européens, c'est un petit peu pareil. Donc c'est un problème de santé publique, évidemment. Voilà, avec actuellement quand même beaucoup de mobilisation, que ce soit au niveau des professionnels, que ce soit au niveau des associations, on pourra en reparler. Mais c'est vrai que malgré l'augmentation des besoins, les réponses ne peuvent pas suivre immédiatement parce que c'est une médecine quand même qui est quand même très spécialisée, qui nécessite une formation solide. Et ce qui est complexe dans ces maladies, c'est l'intrication des problèmes psychiques avec le danger somatique. Et ça, c'est pas évident pour des médecins à qui on demanderait, par exemple, de s'occuper du danger somatique, finalement, de se confronter aux résistances psychiques que les patients vont opposer aux soins. Alors, qu'est-ce qu'on regroupe sous le terme de troubles des conduites alimentaires? Alors, on va retenir 3 principaux troubles. L'anorexie mentale, qui passe par une diminution des apports alimentaires, ce qu'on va appeler la restriction, parfois associée à des vomissements, qui conduit donc à une perte de poids. L'autre maladie, c'est la boulimie nerveuse. Alors ça, ce sont des crises d'hyperphagie suivies de vomissements. Alors des crises d'hyperphagie, c'est-à-dire la prise alimentaire très importante dans un temps limité. Et puis l'hyperphagie ou hyperphagie boulimique, là, qui sont des prises alimentaires compulsives sans vomissement. Alors, dans les classifications des maladies, ce sont voilà, des maladies qui sont bien différenciées les unes des autres. Donc, en apparence, effectivement, ce sont des tableaux différents, avec pour certains du trop, pour d'autres du pas assez, mais sous l'apparence, on va le voir, il y a quand même de nombreux points communs. Alors, avant de parler de l'anorexie, pour parler ou pour introduire l'anorexie mentale, j'aime bien présenter ces gravures qui remontent aux premières descriptions de l'anorexie mentale sur un plan historique. Voilà, les descriptions, on peut dire que vraiment on a individualisé la maladie, c'est 1873. Alors, d'un côté, un médecin français, Charles Lasègue, et de l'autre, un médecin anglais, William Gull. Alors, peu importe les noms, mais ce qui est important, c'est de se dire que avant, certainement, la maladie existait, mais on ne savait pas trop la différencier entre une espèce de tuberculose qui aurait fait perdre du poids, voilà. Bon. Là, donc, à partir de 1873, on individualise les maladies et j'aime bien présenter ces gravures qui montrent finalement l'autosatisfaction du médecin qui a présenté ses premiers cas, avec à quelques années d'intervalle les
transformations physiques qui ont donc conduit ces patientes vers la guérison. Voilà, peut-être cette planche-là est-elle encore plus explicite. Alors, qu'est-ce que l'anorexie mentale? Alors, dans un tableau classique, c'est une jeune adolescente dont l'entourage s'aperçoit un jour qu'elle a beaucoup maigri. Et elle a beaucoup maigri parce que, au départ, il y a une conduite active de restriction alimentaire qui est généralement sous-tendue par le désir d'être toujours plus mince ou par la peur de grossir ou de reprendre du poids sans s'arrêter. Et ça, alors que le poids est déjà devenu très bas, anormalement bas, peut-être même dangereux pour la santé. Et ça, la personne qui souffre d'anorexie ne le perçoit pas ou le dénie, et elle semble au contraire garder une vision déformée de son corps, considère que voilà, il y a des parties trop grosses ou que globalement elle est trop grosse. Alors au commencement, la conduite est volontaire, c'est vraiment une lutte contre la faim, mais très vite elle va s'imposer au sujet qui n'a plus d'autre choix que de continuer dans cette conduite. Donc la conséquence, c'est un amaigrissement que rien ne paraît pouvoir arrêter, avec souvent l'impression que plus on insiste, plus on va augmenter les résistances opposées à la prise alimentaire. Et là, donc, un des médecins de 1873 a pu dire l'excès d'insistance crée un excès de résistance. Alors, l'amaigrissement, il est quand même relativement bien supporté assez longtemps. Le corps a des capacités adaptatives tout à fait extraordinaires. Il fonctionne en mode économique, certes, mais bien sûr, jusqu'à quelle limite? Et si la maladie perdure, c'est parce qu'il y a effectivement, pour le sujet, des angoisses importantes, la peur de perdre le contrôle, c'est-à-dire de reprendre du poids, avec ce que ça va induire d'attitudes compensatoires, brûler des calories, vomir, éventuellement prendre d'autres moyens, comme par exemple des laxatifs. Le vomissement est effectivement un symptôme de l'anorexie mentale et donc c'est une attitude compensatoire qui va permettre de maintenir le déficit pondéral. Et d'ailleurs, on peut très bien sembler manger normalement et souffrir d'anorexie. Et voilà, là aussi, ça peut induire des questionnements de l'entourage. Mais voilà, mon enfant mange bien, je ne comprends pas, elle maigrit. Docteur, il y a sûrement autre chose que une anorexie. Vous dites qu'elle est anorexique, mais non, je vous assure, il faut faire d'autres explorations somatiques. Voilà, donc on voit des situations comme ça, effectivement. Alors parfois, effectivement, les vomissements répondent aussi à des prises alimentaires compulsives, excessives, et là, il y a effectivement des crises de boulimie. Donc on a pu parler de formes mixtes, anorexie, boulimie, voilà, et que effectivement les classifications actuelles distinguent bien entre formes restrictives et formes avec vomissement, attitude de purge. Alors, la boulimie nerveuse, c'est un besoin irrépressible et violent de manger avec l'ingestion de grandes quantités de nourriture sans rapport avec la faim ni la satiété. Elle survient par crises récurrentes, associées au sentiment de perte de contrôle, suivi de vomissements. Il y a un apaisement bref à ce moment-là, puis ensuite un fort sentiment de culpabilité, de honte, de mésestime de soi. Et les crises surviennent de façon assez variable. Alors, pour poser le diagnostic, selon les dernières normes en vigueur, il faut à peu près c'est sûr, une crise par semaine pendant 3 mois. Mais il faut savoir que les crises peuvent être ainsi pluriquotidiennes. On peut même parler d'états de mal boulimique. Donc voilà, crise suivie de vomissement, suivie d'une autre crise. Voilà, plusieurs fois dans la journée, ce sont des choses qui peuvent se rencontrer. Alors, il n'y a pas de déficit pondéral, même si le poids est souvent sujet à variations importantes. Mais le risque, bien sûr, est surtout induit par les vomissements répétés. Une des complications les plus graves, c'est la fragilité dentaire, liée au passage de l'acidité du liquide gastrique. Mais on peut aussi avoir des inflammations de l'œsophage, un reflux gastrique. Et puis, ce qui est le plus grave, c'est la perte
d'éléments électrolytiques comme les ions potassium par les vomissements, donc avec une baisse du potassium au niveau sanguin, et là, ça crée des dysfonctionnements au niveau du rythme cardiaque, voilà, qui peuvent être tout à fait graves, voilà, qui peuvent conduire finalement dans les formes les plus avancées à des arrêts cardiaques. Bon, et pour faire le tour donc, de ces trois maladies, de ces trois troubles, l'hyperphagie boulimique, qui là sont effectivement pareils, même tableau d'une certaine façon, épisode récurrent de prise alimentaire compulsive en grande quantité, pour poser le diagnostic, là encore une fois, une crise par semaine sur 3 mois, mais sans le recours au comportement compensatoire qu'on trouve dans la boulimie, avec comme conséquence, là cette fois, une prise de poids et ses conséquences somatiques, et puis surtout le sentiment d'avoir perdu le contrôle et tout ce que ça suscite à la fois de mésestime, de honte, donc une souffrance psychique avec bien sûr de l'anxiété, des affects dépressifs qui sont très fréquents. Alors, dans ce que je vous ai décrit, vous voyez, on peut passer de formes restrictives pures à des formes hyperphagiques, voilà, sans attitude compensatoire, sans recherche dans la perte de poids. Mais voilà, ce qu'il faut que vous puissiez concevoir, c'est que finalement, de ces deux formes assez extrême, finalement, tout ce que je vous ai décrit, il n'y a pas de discontinuité, mais que on passe comme ça sur un large éventail de symptômes alimentaires. Et donc, en fait, voilà, on ne peut pas vraiment... voilà, on a des situations où, effectivement, on ne va pas pouvoir distinguer très clairement un trouble de l'autre. Et puis aussi, ce que nous montre la clinique, c'est que on passe effectivement assez facilement d'une forme à l'autre, et assez classiquement aussi, finalement, d'une anorexie restrictive vers la boulimie ou vers l'hyperphagie. Et d'ailleurs, c'est ce risque qui est parfaitement connu ou intériorisé par nos patientes, qui fait que souvent, voilà, reprendre du poids, c'est un petit peu le risque de tomber dans un comportement hyperphagique, voilà, et ça peut être aussi un frein à finalement pouvoir abandonner les comportements anorexiques. Alors, on voit aussi qu'entre ces troubles, finalement, les données épidémiologiques sont similaires, ça surviennent à peu près au même âge, avec, là encore, peut-être effectivement une petite différence finalement très logique, puisque l'âge de survenue principal de l'anorexie mentale, c'est plutôt 14-16 ans, puis de la boulimie, c'est plutôt 16-18 ans. Et vous voyez, là, effectivement, dans l'idée qu'il puisse y avoir une évolution d'une forme à l'autre, voilà, on peut dire que l'épidémiologie nous montre que concorde, en tout cas, avec ce qu'on peut attendre. Ce qu'elles ont en commun, ces maladies, c'est une insatisfaction corporelle et des conduites centrées sur le corps. Et finalement, ce qu'on va retrouver toujours, c'est la tentative plus ou moins réussie, plus ou moins accomplie, de la restriction alimentaire. C'est vrai que chez nos patientes atteintes de boulimie ou d'hyperphagie, eh bien, entre les crises, il y a toujours le désir d'être en restriction. Et ça ouvre d'ailleurs quelque chose, ça ouvre des perspectives thérapeutiques, si vous voulez, dans la mesure où on sait bien que si on n'essaie que d'arrêter les crises, on va pas forcément y arriver, mais si on arrive à faire travailler nos patients autour de la restriction, eh bien là, effectivement, peut-être qu'on va pouvoir réussir un petit peu plus quelque chose. Alors évidemment, c'est une maladie, comme je vous disais, qui impacte beaucoup la vie. Alors bien sûr, faire attention à faire un petit régime, d'accord, ok, ça arrive à tout le monde. Mais le problème avec les troubles des conduites alimentaires, c'est que quand ça commence, ça devient incontrôlable. Et évidemment, ce n'est pas un comportement alimentaire qui serait maintenu comme ça par lubie. Il s'agit bien d'une maladie, donc d'un ensemble de symptômes d'abord psychiques qui vont induire un comportement alimentaire qui n'est pas adapté à la situation, avec des conséquences
des conséquences psychiques. Alors, c'est vrai que très souvent, on va avoir aussi des comorbidités anxieuses, dépressives, en sachant que on a quand même aussi une baisse des neurotransmetteurs au niveau du cerveau, hein, une diminution qui peuvent expliquer un certain nombre de tableaux dépressifs, qui peuvent expliquer aussi que finalement les médicaments qu'on donne justement contre la dépression, contre l'anxiété, marchent pas forcément très bien. Des conséquences somatiques, évidemment, bien entendu, et puis aussi des conséquences sociales. Alors pour illustrer peut-être les conséquences sociales, je vous propose une histoire. Voilà, une jeune femme de 19 ans, étudiante, qui vit seule. Alors elle n'a pas beaucoup d'antécédents. Elle peut dire qu'elle n'a jamais eu confiance en elle, qu'elle a déjà souffert de dépression. Elle décrit une période vers 15 ans où elle mangeait moins, mais ça, a priori, ça ne s'est pas traduit par une perte de poids et ça n'a pas duré plus de 3 mois. Alors, elle est étudiante, elle rencontre des difficultés financières, donc elle essaie d'économiser sur la nourriture. En 2020 arrive le confinement. Donc là, elle se dit, je ne vais peut-être pas avoir de job cet été, donc au niveau financier, ça va se compliquer encore plus. Donc là, elle va encore augmenter ses économies alimentaires, c'est-à-dire qu'elle va manger, se faire quelques repas de pâtes, par exemple, voyez. Et puis finalement, au bout du compte, en période un peu vespérale, vers le soir, elle commence à faire des crises d'hyperphagie et de boulimie, c'est-à-dire tantôt avec des vomissements, tantôt sans vomissement. Elle a peur de prendre du poids, donc elle se restreint après pendant la journée, mais le soir, elle craque régulièrement pour des boîtes de gâteaux. Ces boîtes de gâteaux, d'ailleurs, finissent par grever encore plus son budget. Donc elle s'enfonce dans une symptomatologie dépressive. Quand la fac rouvre, elle est incapable de reprendre les cours. D'abord parce qu'elle est déprimée et que là, elle souffre de ce qu'on appelle l'aboulie, c'est-à-dire le manque de volonté. Et puis, surtout aussi, elle a du mal à penser au regard des autres, à se dire que les autres vont trouver qu'elle a pris du poids. Alors, elle a des vomissements de plus en plus fréquents qui vont induire une baisse du potassium, donc elle va devoir passer aux urgences pour avoir une perfusion de potassium. Elle ne va pas valider son année universitaire, et puis finalement, elle va renoncer à ses études. Alors, des histoires comme ça, évidemment, on en voit, et puis il y en a beaucoup, sans doute, qui se passent, qui existent, et qu'on ne voit pas. L'épidémiologie en psychiatrie, c'est toujours un peu compliqué par le fait qu'on ne sait pas toujours où s'arrête le normal, où commence le pathologique. Les critères aussi peuvent être différents selon les époques d'études. La question, c'est aussi qui consulte, qui ne consulte pas. Autrement dit, qui a une chance d'entrer dans les statistiques, qui n'y entre pas. Et puis, consulter ne veut pas dire entrer dans les symptômes, ne veut pas dire entrer dans les données d'épidémiologie, parce que de toute façon, les TCA ne sont pas des déclarations obligatoires. Il faut savoir aussi que parfois, les demandes accrues de consultation vont répondre à un phénomène médiatique. Par exemple, quand ça remonte déjà quand même à plus de 25 ans, mais quand la princesse de Galles dit dans les médias qu'elle est boulimique, eh bien au Royaume-Uni, il y a une flambée de demandes de consultation pour boulimie. Et puis, alors bien sûr, plus la forme est grave, plus on peut la cibler. Mais pour les formes d'apparence moins graves, qui consultent moins, les données sont moins fiables. Et ça, ce sera évidemment le cas pour l'hyperphagie, qui passe sans doute beaucoup plus inaperçu. Alors, en tout cas, actuellement, si on peut dire, enfin, actuellement, on ne sait pas trop, justement, parce que à cause de ce qu'on peut suspecter d'augmentation actuellement, mais classiquement, tout au moins, en prenant en compte les formes complètes, les critères diagnostiques stricts pour l'anorexie, ça va être, on va considérer qu'il y a une prévalence quand même de 1% des jeunes femmes de 15 à 25 ans, vous voyez, avec qui va concerner donc un homme pour 10 femmes, avec un pic d'incidence, je l'ai dit tout à l'heure, entre 14, 16 ans, voire 18 ans. Et pour la boulimie, peut-être 2% quand même, des jeunes femmes de 15 à 25 ans. Pour les, concernerait peut-être un petit peu plus d'hommes, 2 sur 10 à peu près, et puis une incidence autour de 16-20 ans. Et pour l'hyperphagie, bon, là, c'est sans doute beaucoup plus difficile d'avoir des données
clair et sûr, mais voilà, ça pourrait quand même concerner 3% de la population, 15-25 ans. On a pu dire que ça pouvait concerner un homme pour une femme, voilà. Mais ça, voilà, il y a des études comme ça qui vont dans ce sens, mais qui mériteraient d'être, en tout cas, affirmées. Et puis, un pic d'incidence après 16 ans. Et c'est vrai que si on élargit les critères, alors on peut trouver des prévalences très fortes, 10%, voire 20% de la population des 12-35 ans qui pourraient avoir des perturbations du comportement alimentaire. Alors l'incidence, donc c'est-à-dire le nombre de maladies qui surviennent nouvellement sur une période donnée, cette incidence augmente-t-elle? Alors ça, c'est une affirmation qu'on entend depuis longtemps. Bon, j'ai un peu de recul derrière moi, je l'ai toujours entendu. Alors on l'a mis en rapport avec la société de consommation, en se disant ah oui, dans les pays en voie de développement ou dans les pays où on a faim, on n'a pas de troubles de ce genre. Après, on a pu parler aussi des modifications des structures familiales. On sort d'un modèle un peu patriarcal, le modèle d'autrefois. Bon. Voilà, moi-même, je l'ai dit il y a 30 ans ou 20 ans, quand je faisais des cours sur le sujet. Bon, je suis moins disposé à le dire. Après, bien sûr, la mode. Alors la mode, on en a beaucoup parlé à un moment. Et puis après, bien sûr, les réseaux sociaux. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que depuis 2 ans, on a une demande accrue de consultation et d'hospitalisation. Alors, que les consultations augmentent, ça, comme j'en ai donné l'exemple tout à l'heure, ça peut être aussi un phénomène de mode. On en parle plus dans les médias, les parents s'alertent plus. Bon, voilà. Et c'est vrai que dans cette augmentation des consultations qu'on voit, elles ne sont pas forcément plus graves. Il n'y a pas forcément tous les critères de la maladie. Et d'ailleurs, on peut avoir 3 situations. Des tableaux cliniques finalement pas très graves ou incomplets, qui autrefois ne seraient pas venus en consultation. On peut aussi avoir des formes de début qui peuvent évoluer ensuite finalement assez favorablement, relativement vite. Et parfois, comme on a beaucoup de demandes et qu'on ne peut pas répondre forcément tout de suite, eh bien, d'autres acteurs du soin entrent en jeu, une diététicienne, une psychologue, le médecin traitant qui fait un suivi serré. Et donc, nous, après, on voit les patientes un petit peu plus tard et on constate qu'elles sont en amélioration par rapport à il y a quelques mois. Alors, si pour les consultations, c'est difficile de tirer des conclusions, en tout cas pour les hospitalisations, là, on ne peut guère avoir de doute. C'est sûr que là, les indications augmentent et semble-t-il aussi des formes quand même relativement graves. Et là, quand je dis on ne peut guère avoir de doute, c'est-à-dire que les effets du confinement ont été tout à fait importants. Et on a vu une flambée des demandes de consultation à l'automne 2020. Alors, ça correspond parfaitement à ce qu'on savait, c'est-à-dire que la maladie, elle s'installe subrepticement pendant 3 mois. Là, les parents ne s'en aperçoivent pas, il se passe quasiment rien. Puis au bout de 3 mois, là, on se dit il y a quelque chose qui va pas. Donc première consultation auprès du médecin traitant, etc. Et le temps qu'ils arrivent en milieu spécialisé, il faut à peu près 6 mois. Donc, on n'est pas surpris, sachant ça, on n'est pas surpris, en tout cas, on peut corréler de façon assez claire, me semble-t-il, cette demande accrue de consultation de l'automne 2020 au confinement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la peur de l'inactivité, de la prise de poids. Je me souviens très bien que les médias relayaient ça. Attention, vous allez prendre du poids, il faut essayer de faire du sport à la maison, etc. Bon, il y a eu aussi certainement plus de contact, avec les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, faute de pouvoir avoir des interactions sociales véritables, passer par les réseaux sociaux, bien entendu. Et donc, voilà, il y a eu des débuts de régime, un but amaigrissant, la volonté de mieux manger, tout simplement, en faisant attention, l'augmentation du sport à la maison. Alors, on en sent encore les effets. C'est-à-dire, je vois encore des patientes qui me disent pendant le premier confinement, je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention.
Alors, évidemment, elles n'ont pas forcément commencé la maladie à ce moment-là, mais c'est resté, et un petit peu plus tard, dans certaines occasions qui peuvent être tout simplement l'occasion de perdre du poids, eh bien, la perte de poids a commencé. Alors, c'est vrai que le tableau typique de l'entrée dans l'anorexie mentale, c'est la volonté de perdre du poids, avec un régime amaigrissant, avec des résultats jamais suffisants pour l'adolescent. Mais la restriction peut avoir d'autres causes qui ne sont pas forcément l'impression généralement fausse d'être trop gros et de vouloir perdre du poids. On peut très bien avoir, je sais pas, une phobie de la déglutition, on peut avoir phobie de vomir, voilà, certains, voilà, et à d'autres occasions, par exemple, une simple opération des dents de sagesse, dire, ben voilà, on mange moins pendant un certain temps, et là, il y a quelque chose qui s'installe, qui se met en place. Hein. C'est une conduite qui s'impose un petit peu comme une aide, hein, qui, on le sent bien, vient calmer une souffrance. Hein. Et là, on rejoint un peu quand même le modèle de l'addiction, parce qu'après, il est impossible de faire autrement. Alors, le corps, je vous ai dit, il s'adapte, hein, donc il prend quand même l'habitude, il y a une certaine habitude, une adaptation à la situation, ce qui ne va pas l'aider à retrouver les sensations physiologiques normales, comme la faim. Mais en revanche, c'est vrai qu'au niveau psychique, il pourrait se conserver assez longtemps, finalement, la représentation du corps antérieur, hein, c'est-à-dire ce qu'on va appeler l'actualisation du schéma corporel qui ne se fait pas. Hein, ça, et on voit ça. J'ai par exemple des patients qui ont souffert d'une obésité importante et qui perdent très vite du poids et qui finalement continuent à se voir comme ils étaient avant leur perte de poids. Alors tout ça, évidemment, c'est un petit peu insuffisant pour tout expliquer, et c'est vrai que dans ce qui se passe, on va dire, ce sont quand même des maladies d'origine plurifactorielle, avec bien sûr des facteurs de vulnérabilité, des facteurs déclenchants. Alors des facteurs de vulnérabilité, ils sont psychologiques, ils sont génétiques, biologiques, ils peuvent être familiaux, socioculturels, éducatifs. C'est pas pareil d'être dans une famille où on fait très très attention à manger sain, par exemple, une famille où on n'est pas trop préoccupé par ça. Enfin voilà, il y a des choses de ce genre. Et puis les facteurs déclenchants. Alors bien sûr, facteurs physiologiques, psychologiques, hein, l'arrivée de la puberté, l'entrée dans l'adolescence, c'est quelque chose évidemment d'important. On peut avoir aussi des facteurs déclenchants comme la dépression, hein, on sait que la dépression est plutôt en général anorexigène, c'est-à-dire que les gens ont moins faim quand ils sont déprimés, hein, et ça peut induire finalement quelque chose qui s'auto-entretient ensuite et qui entretient la maladie. Après, il y a évidemment des traumatismes, et puis parfois, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais enfin, peut-être sans doute des choses qui paraissent assez anodines, mais qui quand même interviennent dans cet équilibre très quand finalement l'adolescence vient déstabiliser une situation peut-être un petit peu fragile. Donc, il y a effectivement incontestablement des facteurs de vulnérabilité psychique. Hein. Alors, il y a beaucoup de modèles de compréhension qui ne s'opposent pas du tout les uns aux autres. Mais ce qu'on fait comme constat, c'est que dans la plupart des cas, la jeune qui déclare une anorexie à l'adolescence a été une enfant assez brillante, une enfant soleil, donnant satisfaction, agréable, manifestant de la maturité, un positionnement très raisonnable, presque adulte, hein, au sein de la famille. Mais ce qu'on peut suspecter, c'est que derrière cette apparence, on trouve de l'anxiété, et on le constate aussi, hein, en fait, plus que le suspecter, de l'anxiété de performance, des angoisses de perte, quelques séparations difficiles avec les parents, hein, parfois des difficultés d'intégration dans les groupes de pairs. En tout cas, cette maturité précoce qui est mise en évidence dans le tableau classique, en tout cas, voilà, ça peut correspondre en tout cas à l'adaptation permanente pour correspondre à l'image que la jeune enfant puis adolescente pense que l'autre attend. Hein. Donc elle n'écoute pas trop ses désirs propres, ses besoins. La personnalité ne se construit pas avec des assises suffisamment solides. Voilà, on peut dire que sans doute il y a une certaine insécurité de base. Donc cet ordre établi, eh bien l'adolescence vient le chambouler.
D'abord parce que elle ne se reconnaît plus dans le corps, dans un corps qui se sexualise, avec tout ce que ça va impliquer de remaniement relationnel autour de la famille. Bien sûr, à l'adolescence, il y a un désir d'autonomie, mais le désir d'autonomie va aussi avec le risque de la perte, hein. Et là, on va rejoindre les théories qui nous disent que c'est quand même une maladie de la dépendance, hein. Je pense en particulier aux théories de Philippe Jamet. C'est vrai que c'est difficile, assurément, de sortir de ce temps figé de l'enfance, hein, de finalement faire le constat que dans le futur, ce qui va arriver, c'est des échecs, ce qui n'était encore jamais arrivé, mais il y aura invariablement des échecs dans la vie, et puis que la vie, de toute façon, va être émaillée de pertes, et puis que la vie, elle se conclut par la mort. Donc, avec voilà, des représentations comme ça, c'est difficile d'entrer dans un conflit d'adolescents, de dire, moi, voilà, j'ai besoin de prendre mon autonomie, je veux m'opposer à vous, les parents, qui êtes vieux jeu, etc. Bon. Sans risquer finalement d'accélérer la perte, hein. Et là, voilà, s'opposer, le non à la nourriture peut devenir la seule issue, parce que à la fois il va mettre à distance les parents, mais en même temps les parents vont tellement s'inquiéter que c'est sûr que là ils vont pouvoir s'assurer que le lien est indéfectible. Alors, après, donc, cet ordre établi, le nouvel ordre anorexique, c'est, voilà, donc, face à ces changements non maîtrisés de l'adolescence, se conforter, trouver une réassurance, quelque chose qui calme la souffrance dans la maîtrise absolue du corps, hein, son alimentation, éventuellement aussi l'alimentation des autres, parce que on sait que souvent, voilà, bien prendre le pouvoir à la cuisine et faire manger tout le monde. Et on voit bien que quand cette maîtrise est mise à mal, que ce soit par une reprise de poids, que ce soit, il y a des angoisses de grande ampleur qui surviennent. Et alors souvent, voilà, elles cachent, nos patientes cachent des choses à leurs parents, voilà, mais il faut savoir que c'est le reflet de leur angoisse, tout simplement. Comment peuvent-elles gérer voilà, c'est extrêmement compliqué pour elles de pouvoir finalement se calmer un tout petit peu. Et là, c'est pour ça que évidemment, elles ne peuvent pas. Elles sont obligées voilà, de faire ce qu'on va appeler des dissimulations, mais en même temps, ça fait entièrement partie de leur maladie. Et puis on sent bien que plus la maladie s'installe, plus c'est difficile de s'en sortir. Parfois, il y en a qui disent, moi je suis anorexique, et qu'est-ce que je serais si je n'étais plus anorexique? Alors évidemment, l'ordre anorexique, c'est un peu le désordre familial, ou tout au moins la détresse, hein, face à un sentiment d'impuissance, bien entendu. Les parents ne peuvent que se remettre en cause, se culpabiliser. Les frères et sœurs sont souvent déstabilisés. Et puis le lien affectif est de plus en plus parasité, noyauté par les symptômes de la maladie. Qu'est-ce qu'elle a mangé? Si elle a pris un peu de poids? Si elle a encore perdu? Bon. Et là, des parents qui essaient de se transformer en soignants, en général, ça ne va servir à rien, sauf à enquister la situation. Mais ça ne veut pas dire démission, c'est-à-dire dire aussi on regarde pas tout ce qui se passe, on veut pas savoir, tu te débrouilles. Là, c'est nier qu'il puisse y avoir du conflit autour de l'alimentation, et donc ça reviendrait aussi à nier les souffrances des uns et des autres. Et donc ça peut pas non plus fonctionner comme ça. Donc finalement, comment retrouver le juste équilibre, comment retrouver la juste place? Ce sont des maladies longues, hein, dans la durée de l'anorexie, on va dire 1 an et demi dans les formes simples, mais à partir du moment où elles sont prises en charge dans des centres spécialisés, c'est plutôt 3 à 4 ans de suivi, hein. Et pour la boulimie, on sait que la maladie s'installe et va durer, voilà, de façon encore plus longue. Et là, on peut parler, vous voyez, jusqu'à 8 ans de soins ou de suivi ou de phase de rémission, mais après les choses à l'occasion d'un événement de vie un peu déstabilisant, les symptômes reprennent. Donc c'est vrai que la rémission complète après un premier protocole de soins est assez rare, et que plusieurs hospitalisations, s'il y a besoin d'hospitaliser, sont nécessaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la guérison est toujours possible, même après des années et des années d'évolution. C'est vrai que plus le temps passe, plus c'est difficile, qu'il y a un risque accru de
maladies associées, ce qu'on appelle les comorbidités, hein, dépression, anxiété, actes impulsifs, tentative de suicide, avec une patiente qui perd un peu le contrôle, le risque suicidaire n'est pas nul, et qu'il y a un risque de mortalité, mais voilà, on va dire que ce risque, si on suit sur de 10 ans en 10 ans, eh bien, il est de 5,6%, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, on peut avoir effectivement un risque de 5,6%, puis si la maladie n'est pas guérie au bout de 10 ans, voilà, il s'ajoute encore 5,6%. Donc la prise en charge nécessite d'être pluridisciplinaire, parce que je pense qu'après tout ce que je vous ai dit, vous avez compris qu'il y avait quand même une intrication importante du somatique et du psychique. On n'a pas non plus une étiologie repérable facilement qu'on pourrait prendre en charge, traiter, bien entendu, hein. Donc il va falloir plusieurs professionnels et agir sur plusieurs champs, le champ somatique, le champ psychique, diététique, corporel, et là je pense au rôle des psychosomaticiens qui sont extrêmement centraux dans ce genre de prise en charge, et puis bien sûr une prise en charge familiale qui est aussi indispensable. Et dans les cas les plus graves, bien sûr, une hospitalisation s'impose, si possible en milieu spécialisé, où va intervenir cette équipe pluridisciplinaire. Alors, pour conclure, je dirais que ce sont quand même des troubles de mieux en mieux connus, avec des actions complètes de sensibilisation. Alors, il y a des associations en particulier qui sont très actives, comme la Fédération française anorexie-boulimie, la FFAB, hein, et qui depuis 2 ans nous incite à faire des manifestations pour la Journée mondiale des TCA qui a lieu le 2 juin. C'est vrai que les équipes médicales sont encore insuffisantes en nombre et en formation, mais on travaille quand même je crois qu'il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de réflexion, beaucoup de partage entre les équipes spécialisées, et on voit dans divers centres des modèles de prise en charge que certainement il faudrait pouvoir généraliser. Et enfin, sur la dernière diapo, je vous mets le petit flyer de la FFAB concernant une ligne téléphonique pour qui peut répondre à des questions qui se posent pour les familles, pour les patients qui souffrent de TCA. Et vous avez aussi quelques associations, comme en particulier les associations de familles, de parents, hein, la FNA-TCA en particulier. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour Claire Barbery-Giletti. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cette journée, pour cette soirée sur les troubles du comportement alimentaire. Donc, vous êtes l'auteur du livre présenté ici, donc Guérir de l'anorexie, mon expérience, mes conseils, ma méthode, paru aux éditions de Box Supérieur. C'est un livre à la forme tout à fait originale, puisqu'il est à la fois un témoignage, le vôtre, mais également celui d'autres malades. Il est également une méthode, un guide pratique, une méthode de guérison en 10 étapes. Et il offre également au lecteur une dimension scientifique, puisque de nombreux praticiens, psychologues, psychiatres, ostéopathes, nutritionnistes, pardon, ont participé à l'élaboration de cet ouvrage en apportant une dimension scientifique que vous appelez Minute Science. Donc, avant d'en venir à la présentation de cet ouvrage, j'aimerais faire un retour en arrière. Vous êtes tombé malade en 2008, alors que vous aviez 15 ans. Vous avez souffert d'anorexie pendant 5 ans. Vous êtes maintenant guéri. Comment s'est déclenchée cette maladie, et pouvez-vous nous expliquer en fait votre quotidien pendant ces 5 années? Alors, la maladie, elle s'est déclenchée effectivement à mes 15 ans, lors ou plutôt suite à un voyage que j'ai fait en Floride avec ma mère et ma sœur, où j'avais pris 2 kilos et où ces 2 kilos se sont avérés être vraiment insupportables, c'est-à-dire que je ne pouvais pas les tolérer. Je l'ai vraiment très très mal vécu, et quand je suis rentrée, j'ai commencé à faire
un régime qui a vite dérapé, dans le sens où je ne faisais aucune entorse en fait à ce régime-là. Je me tenais vraiment à des règles strictes et très rapidement ça a dégénéré en un comportement alimentaire très restrictif qui, comme l'expliquait le docteur Viau, m'a échappé en fait, et donc je ne pouvais pas faire autrement que de continuer à maigrir en fait. Et donc très vite j'ai plongé dans la dépression de façon vraiment associée. Je pense que effectivement le fait d'être très dénutri peut favoriser justement des facteurs dépressifs. Et c'est là où effectivement après 3-4 mois le diagnostic anorexie est tombé, que au départ j'ai un peu refusé parce que pour moi c'était l'anorexie, on en parlait un peu comme ça, on me disait mais est-ce qu'on veut dire anorexie? Non, je suis pas anorexique, j'ai juste envie de perdre du poids. Et puis en fait il s'est confirmé que j'ai perdu quand même 15 kilos assez rapidement, donc à un moment donné on est face aussi à ce diagnostic là, et c'est aussi toute une étape d'accepter, de se dire en fait oui, là il y a un problème, je suis malade quoi. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai été prise en charge, d'abord par le médecin traitant qui effectivement a posé le diagnostic, et puis très vite, comme j'arrivais pas à reprendre du poids, j'ai été prise en charge au centre Abadi à Bordeaux. Et parallèlement à ça, j'ai commencé une psychothérapie aussi avec une psychologue indépendante. Donc j'ai eu pendant ma maladie, j'ai eu un suivi, on va dire, médical et thérapeutique qui était très dense, et mon quotidien ne ressemblait pas du tout à celui d'une ado classique, parce que en fait je passais mon temps chez le médecin. Lundi j'avais psychologue, le mardi j'avais médecin traitant, le mercredi j'avais diététicien. C'était très ponctué par ces rendez-vous médicaux, et puis aussi très éprouvant quoi, parce que tout s'est écroulé quelque part, et je me suis retrouvée avec cette maladie, et qu'est-ce qui se passe quoi en fait. Et comment ont réagi vos proches face à cette maladie? Est-ce qu'ils ont compris tout de suite ce qu'il vous arrivait? Pas tout de suite, mais assez rapidement quand même. D'abord ma mère, et puis ensuite mon père, et puis il y a aussi le lycée dans lequel j'étais qui a appelé ma mère en lui disant bon là ça va pas, il y a un problème avec Claire. Mais il a fallu quand même un petit temps, mais c'est un laps de temps normal en fait qui permet aussi de faire la distinction entre ce qui pourrait relever d'un régime et puis ce qui relève vraiment en fait d'un trouble du comportement alimentaire quoi. Vous parliez justement vous êtes en train de témoigner là actuellement, et vous évoquez dans ce livre, d'ailleurs, le docteur Viau l'évoque en préface, vous l'évoquez aussi dans votre introduction, l'importance des témoignages. Vous vous êtes senti soutenu, vous aviez eu besoin de ce témoignage. Pourquoi les témoignages vous semblent-ils si importants? Alors oui, je me suis sentie soutenue, et pour autant très seule, parce que c'est une maladie qui est extrêmement complexe. On l'a évoqué tout à l'heure ensemble, mais c'est une maladie qui est pétrie de contradictions. C'est-à-dire qu'à la fois on veut guérir et on veut pas prendre du poids, on a peur, il y a beaucoup de peur, et donc c'est très compliqué d'avancer. On a comme des espèces d'énormes boulets aux pieds, et donc pour avancer sur un chemin de guérison avec toutes ces peurs, c'est très compliqué. Et bien sûr les soignants, les médecins apportent une aide immense, mais pour autant ils peuvent pas faire le chemin à notre place, et parfois dépasser, aller au-delà de ces peurs-là, de ces blocages qui sont très profonds sur l'alimentation ou sur le contrôle du corps, ça semble impossible. Et c'est pour ça que le fait de témoigner me semble important, parce qu'on se dit c'est possible de guérir, parce que très sincèrement quand on est dedans, et a fortiori quand on est dedans depuis plusieurs années, c'est absolument pas gagné en fait. On se dit pas je vais guérir, on se dit si ça se trouve je vais pas guérir. Et puis moi c'était aussi quelque chose qu'on m'avait dit, tu vas garder des séquelles, c'est compliqué de guérir complètement, etc. Donc la guérison c'est une perspective un peu incertaine quoi. D'où l'idée de vraiment témoigner, et puis aussi d'aller un peu au-delà du témoignage dans le livre, parce que voilà, c'est vraiment, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, mais c'est un accompagnement qui est vraiment pratico-pratique sur cette démarche de guérison qu'on peut mettre en œuvre. Justement, on en vient à cette méthode en 10 étapes.
Donc, vous êtes guéri aujourd'hui de l'anorexie, grâce bien sûr à un parcours de soins médical et thérapeutique, mais également grâce à votre parcours personnel que vous partagez dans ce livre, donc avec ce guide en 10 étapes, qui est agrémenté de nombreuses ressources numériques. Pouvez-vous nous expliquer un peu son fonctionnement, s'il vous plaît? Alors, c'est un guide pratique, effectivement, et c'est un livre de passage à l'action. Il a été vraiment conçu, je l'ai vraiment conçu et imaginé comme ça, pour qu'il quelque part, tienne la main des lecteurs, et puis a fortiori plutôt des lectrices, dans leur parcours de guérison. Et ça me tenait vraiment à cœur que ce soit très concret, parce que la guérison, elle se joue vraiment concrètement. Bien sûr, la première étape, c'est celle de prendre la décision de guérir. Et cette étape-là, elle est fondamentale. C'est vraiment la pierre angulaire. On peut pas, moi dans mon expérience, on peut pas avancer vraiment, on peut pas guérir définitivement si on n'a pas contacté cette soif de guérison à l'intérieur de soi. Et pour moi, ça a été vraiment ça qui m'a permis d'enclencher cette guérison-là. Donc logiquement, la première étape, c'est celle de la décision, de prendre cette décision-là de guérir. Et ensuite, les étapes, donc les 9 autres étapes, on va dire, même si c'est un peu grossier de le formuler comme ça, mais partent du cognitif pour aller vers le comportemental. Donc, c'est-à-dire que on va vraiment, au départ, je travaille vraiment sur, effectivement, qu'est-ce que c'est la guérison, comment est-ce qu'on peut créer des conditions favorables à la guérison, donc c'est quoi ce que j'appelle les ingrédients de la guérison, la motivation, le discernement, le courage, et comment est-ce que aussi c'est fondamental de pouvoir s'entourer de médecins, de thérapeutes qui sont spécialisés et aussi dont l'approche nous convienne. Ça fit plus avec une personne qu'avec une autre. C'est pas du tout une remise en question de l'expertise, mais bon, c'est vrai qu'avec des gens on accroche plus que d'autres, et c'est vraiment important d'aller chercher ces thérapeutes-là, parce que c'est ça aussi qui va nous permettre d'avancer. Dans le fait de s'entourer aussi, il y a bien sûr le fait de s'appuyer sur ses proches, d'essayer de retrouver un peu un cercle social qui est complètement amoindri, on va dire, ou vraiment affaibli par la maladie. Et puis ensuite, dans la deuxième partie du livre, je travaille davantage sur les questions alimentaires. Donc tout d'abord la question du contrôle, parce que on peut pas, pour avancer sur le chemin de la guérison, il faut relâcher à minima un peu le contrôle. S'il y a trop de contrôle, si c'est trop serré autour du comportement alimentaire, autour du corps, c'est impossible d'avancer. Donc je travaille vraiment sur cette notion du contrôle et comment est-ce qu'on peut faire par des petites actions pratico-pratiques pour relâcher le contrôle. Et ensuite, je passe plus vraiment sur changer la conception qu'on a des aliments, parce que c'est hyper important. Et ensuite sur la modification du comportement alimentaire en profondeur, avec des petites étapes, ce que j'appelle des défis alimentaires, où on va réintroduire petit à petit un aliment, puis un autre, recommencer à faire des repas réguliers, etc. Donc c'est vraiment très progressif. Et les dernières étapes sont vraiment dédiées à la levée des derniers blocages, c'est-à-dire des dernières attaches à l'anorexie. Donc la question de l'identité, bien sûr, qui est-ce qu'on est si on n'est plus malade, et puis la reprise du poids, donc arriver à accepter de reprendre du poids. Et donc il y a effectivement ces thématiques-là qui sont vraiment déroulées. Il y a des minutes science qui ont été rédigées par des médecins, des thérapeutes qui viennent apporter un éclairage scientifique précis sur certaines questions, et notamment sur les questions les plus complexes, qui, à mon sens, me semblent les questions les plus complexes. Et puis des petits encarts témoignages aussi, où là, je vais vraiment expliquer un peu concrètement comment moi, je me suis dépatouillée d'une question. Ça peut être sur la culpabilité alimentaire, ça peut être sur le rythme alimentaire, voilà. Donc, et des outils numériques aussi. Par exemple, des méditations guidées, il y en a 3, notamment dans les moments où c'est vraiment compliqué, où il peut y avoir beaucoup d'angoisse, où j'ai vraiment créé ces méditations pour permettre à la lectrice de s'ancrer en fait dans son corps, et de revenir au moment présent. Et puis parmi les ressources aussi du bouquin, il y a une bibliothèque de ressources qui comprend beaucoup de livres et de vidéos sur un certain nombre de thématiques qui peuvent vraiment aider dans la guérison, quoi. Il y a aussi un guide, un cahier d'exercice, oui, tout à fait, qui accompagne tout au long du livre le malade. Ouais. Par rapport aux étapes que vous avez évoquées, nous avons bien compris qu'il fallait les suivre dans un ordre très précis, dans cet ordre précis. Quelle est pour vous la condition
pour laquelle vous êtes certain d'avoir franchi cette étape, en fait, de pouvoir passer à la seconde? C'est une bonne question. Je pense qu'en fait, le livre est conçu d'une certaine façon, enfin pour que la personne puisse vraiment voir quels sont les acquis. Il y a une petite partie en dessous du livre qui s'appelle les essentiels, où on voit un petit peu quels sont les acquis qui sont censés être engrangés, ou en tout cas solidifier pour passer à l'étape suivante. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, c'est-à-dire qu'on le sent si à un moment donné c'est faible, et c'est encore plus évident sur les étapes 5 à 10 qui sont vraiment centrées sur l'alimentation. En fait, concrètement, on voit bien, est-ce qu'on arrive à faire 3 repas par jour ou pas, en fait? Est-ce qu'on voit qu'il y a une petite augmentation dans les quantités, ou est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a une diversité alimentaire, ou est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que les peurs sont très présentes, ou est-ce qu'elles sont un peu moins présentes? Voilà, il y a pas mal de facteurs comme ça. Et effectivement, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas passer à l'étape suivante si on sent qu'on n'est pas solide sur les acquis de l'étape actuelle. Parce que c'est vraiment comme construire une maison. Et c'est vraiment étape après étape et pierre après pierre, quoi. Donc il faut vraiment solidifier un maximum les acquis pour passer à l'étape suivante. Donc, par rapport aux étapes, on a bien compris que la première étape était cruciale, celle de cette volonté sans faille d'être sûr de vouloir guérir. Et là, vous l'avez expliqué tout à l'heure, les proches aussi jouent un rôle important dans cette guérison, dans cette première étape aussi, j'imagine, puisque cette volonté de guérison doit être suivie d'un accompagnement. J'ai été tout à fait surprise aussi de voir que le questionnement lié au déclenchement de la maladie intervient à la 8e étape. Pouvez-vous nous éclairer par rapport à ça? C'est une question que vous n'êtes pas la seule à me faire remonter cette question-là. Alors, je tiens quand même à préciser que dans l'étape 3, il y a toute la première partie de l'étape 3 qui est dédiée à l'accompagnement médical et thérapeutique. Et donc voilà, je recommande aussi de se faire accompagner, de faire une psychothérapie, ou en tout cas d'aller vraiment creuser aussi cette question des causes, et de comprendre ce qui nous arrive, parce que si on est dans un brouillard complet et que voilà, on n'a aucun point de repère, et qu'on n'arrive pas à comprendre, à mettre quelque part, donner du sens sur ce qui nous arrive, c'est compliqué d'avancer. Donc il y a quand même ce travail-là qui est fait. Moi, je considérais que mon rôle dans ce livre n'était pas d'accompagner la personne dans la fouille un peu archéologique des causes, mais de lui permettre d'avancer. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que j'avais à un moment donné une très bonne connaissance de la maladie. Je savais plus ou moins pourquoi j'étais malade, j'avais identifié les facteurs, etc. Pour autant, j'avais pas avancé sur mon comportement alimentaire, sur ma relation au poids, et j'étais très bloquée. Et malgré une rechute. Et donc justement, j'ai voulu centrer le livre sur le passage à l'action, et sur la puissance, on va dire, de l'envie de vivre, pour s'appuyer sur ça, indépendamment de ce qui nous est arrivé, et indépendamment de parfois toutes les bonnes raisons, entre guillemets, qui expliquent qu'on soit malade. C'est aller au-delà et s'offrir la guérison. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas donné une place centrale aux causes, même si ça m'est parfois, je dirais pas reproché, mais pointé du doigt, parce que pour moi ça n'a pas été l'élément, ça a été un élément important, mais pas suffisant pour guérir. Voilà. Ce livre s'adresse particulièrement aux jeunes femmes, nous l'avons vu, qui sont assez majoritaires dans cette maladie. Il s'adresse aussi aux garçons, ils sont aussi présents, moins nombreux, mais il y en a quand même 10%. Il s'adresse également aux proches. Quel rôle peuvent-ils jouer dans votre processus de guérison? Comment ce livre peut-il les aider? Comment ce livre peut aussi les accompagner, eux, dans la maladie d'un proche? Je pense que le livre leur fournit déjà beaucoup de clés de compréhension de la maladie, et notamment parce que le livre aborde particulièrement les points de tension, c'est-à-dire toutes les contradictions liées à la maladie, le fait d'avoir envie de guérir mais en même temps d'avoir peur de reprendre du poids, la culpabilité qu'on a à manger qui est absolument affreuse. En fait, tous ces aspects très spécifiques de la maladie qui sont extrêmement complexes à comprendre pour un regard extérieur, et qui peut vraiment, je pense, laisser les parents vraiment démunis, parce qu'on ne comprend pas pourquoi
le fait de manger une cuillère à soupe de pâtes en plus ou en moins, ou même de manger un gnocchi en plus ou en moins, ça peut générer une crise d'angoisse pas possible. Donc en fait, le livre fournit ces clés de compréhension-là, et je pense que ça peut être très utile. Et j'insiste aussi dans le livre sur le fait effectivement de s'entourer, et je pense que le soutien des proches est vraiment très important, parce que, comme le disait le docteur Viau, c'est aussi un appel quelque part, un appel à l'aide, et aussi un besoin probablement je sais pas comment dire ça, mais de valider en quelque part le lien, ou voilà, de s'assurer que les parents, que la famille est bien présente en fait. Et donc il y a vraiment ce besoin-là de pouvoir compter sur les parents, et puis de pouvoir être aussi, comment dire... je pense que c'est normal et légitime que les proches, notamment les parents, soient très inquiets. Et en même temps, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à un moment donné, c'est que notamment ma mère puisse porter un regard de confiance, en me disant: ok, je vois que tu as vraiment envie de guérir, et je pense que tu peux y arriver, et je crois en toi, et tu avances, et moi aussi je te soutiens en fait. Et aller au-delà, si c'est possible, de l'inquiétude qu'il peut y avoir, en se disant: je fais confiance dans les ressources de mon enfant, même si là, à l'heure actuelle, c'est pas gagné, et il y a beaucoup de points qui peuvent être vraiment bloquants, mais j'ai confiance en mon enfant, et je l'accompagne à aller chercher en lui les ressources que je sais être présente. Et voilà, j'espère que le livre peut, d'une certaine manière, aussi contribuer à ça. Vous parliez aussi justement du lien social que les malades perdent pendant la maladie, les amis qui s'éloignent. Comment avez-vous vu cette période-là? Comment l'avez-vous vécu, vous, cette période? Et est-ce que ce livre pourrait également aider les amis, les proches qui n'ont pas forcément les mots pour accompagner? Oui, oui, effectivement, je pense que ces clés de compréhension-là, et puis à un moment donné, je parle aussi de comment est-ce qu'on peut se débrouiller de toutes les situations sociales qui sont entravées par l'anorexie. Par exemple, quand on est invité pour un déjeuner ou pour un dîner, et que c'est impossible, et que donc du coup on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas s'il faut accepter l'invitation, si on accepte l'invitation mais qu'il n'y a rien qu'on peut manger, bah, du coup on va rien manger, et dans un processus de guérison c'est pas possible en fait, on peut pas rien manger à un repas. Les gens qui nous invitent, eux aussi, ils savent pas quoi faire. Soit ils font un peu l'autruche, et du coup ils font comme ce qu'ils font d'habitude, mais bon, s'il y a pizza ou hamburger, c'est bon, pas possible. Ou alors ils vont essayer de s'adapter, de demander. Donc je pense que voilà, il peut y avoir des clés de compréhension aussi là-dedans. Et j'avais oublié le début de la question, mais je crois que c'était sur comment est-ce que j'ai vécu l'aspect social. Voilà, oui. Pour moi, ça a été très très solitaire comme maladie. Ça a été vraiment très très éprouvant à ce niveau-là, parce que ça a créé un vide intersidéral en fait autour de moi. À 15 ans, mes copains et puis mes copines surtout comprenaient pas ce qui se passait, et beaucoup ont déserté. Et je me suis retrouvée vraiment très seule, et aussi je me suis retrouvée seule parce que moi-même je me suis isolée, parce que j'étais plus capable d'accepter une invitation à déjeuner, parce que je passais mon temps chez le médecin, parce que je pleurais beaucoup, et que voilà, c'était très très compliqué. Ça a été une expérience socialement très éprouvante, vraiment très éprouvante, et j'essaye aussi de lever un peu ça dans le bouquin, avec tout le recul que je peux avoir, en disant c'est pas parce qu'on est malade qu'on doit se couper des autres. Et il y a plein de petites choses qui peuvent être faites sur le fait de désamorcer, de parler un petit peu très simplement de la maladie, parce que parfois on n'ose pas en parler, et donc du coup la personne elle aussi est mal à l'aise, parce qu'elle voit bien que bon, on est cadavérique, donc bon, on peut pas faire comme s'il se passait rien. Voilà, désamorcer les choses, proposer de se retrouver plutôt pour un café ou pour un thé plutôt que pour un repas. Il y a plein de petites choses qui peuvent être imaginées, mais encore faut-il y penser. Et dernière question, par rapport au risque de rechute, on sait que malheureusement cette maladie, que la rechute est assez fréquente dans cette maladie. On sait aussi qu'on peut en guérir, vous en êtes la preuve. Qu'est-ce que vous conseillerez à une personne justement qui aurait suivi vos étapes à la lettre, et qui se sentirait encore en fragilité, jusque peut-être au basculement de nouveau dans l'anorexie? Que lui conseilleriez-vous? Je pense que reprendre le livre,
Je pense que le livre, c'est vraiment, on peut vraiment le reprendre à différents moments en fait, et que les étapes, on va pas forcément les vivre de la même manière, même si on a déjà lu le livre de la même manière qu'on pourrait lire un livre, un roman à deux moments différents et pas y trouver la même chose. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que pour moi, dans ma compréhension des choses, s'il y a une rechute, bon, probablement parce qu'il y a des facteurs qui font qu'à un moment donné, mais c'est aussi parce que c'est certainement les bases qui sont trop fragiles et que donc du coup, quand il y a un coup de vent, les bases ne tiennent pas. Donc reprendre le livre et aller encore plus en profondeur. Est-ce que la soif de guérison, elle a vraiment été contactée? Est-ce qu'il y a eu vraiment une ouverture à la vie? Est-ce que le comportement alimentaire, est-ce qu'il a été vraiment libéré? Est-ce que j'ai une autre relation aux aliments qui s'est construite? Ou est-ce qu'il faut que j'aille plus loin? Et le livre incite aussi à aller chercher les ressources nécessaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, même si j'essaie de donner le plus de ressources possible, il n'y a pas forcément toutes les ressources, mais il y a aussi une bibliothèque de ressources, et il y a vraiment cette incitation à aller chercher ce dont on a besoin et à s'en saisir un peu comme d'un bâton pour avancer, quoi. Donc voilà, c'est vraiment reprendre le livre et toujours se dire que c'est pas parce qu'on rechute qu'on revient au même point qu'avant. Quand il y a rechute, il n'y a pas peut y avoir retour en arrière, mais il n'y a jamais retour à la case départ. Et qu'on avance forcément en fait. Et moi j'ai une rechute et c'est la rechute, le fait de tomber au point le plus bas qui m'a permis de guérir définitivement. Donc c'est jamais fichu, c'est jamais condamné. Et parfois on peut être très bas et on peut remonter et alors qu'on pensait même pas que c'était possible, quoi. Voilà. Claire Barbery-Giletti, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Merci pour la présentation de votre ouvrage et nous n'en doutons pas qu'il puisse être une aide vraiment très précieuse à tous les malades de l'anorexie et également à leurs proches. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.